Bonjour et bienvenue encore une fois dans notre nouveau numéro, le droit et la science chez vous. Nous sommes encore une fois sur notre question, la question qui fait l'actualité du jour. Est-ce qu'il y a nécessité, est-ce qu'il est opportun ou non de modifier, réviser ou de changer notre constitution? J'avais abordé cette question la fois passée et j'avais déjà fait, n'est-ce pas, voir ma position sur la question. C'est que je suis de ceux qui soutiennent qu'il y ait changement de la Constitution. Non pas seulement la révision de la Constitution, mais qu'il y ait changement de la Constitution. Changement de la Constitution parce que, comme je l'avais dit, si nous abordons cette question sous l'angle tout simplement de la révision, nous serons limités. Et là, trois questions pratiquement ont été soulevées et auxquelles j'entends répondre dans ces nouveaux numéros. Il a été, entre autres, posé comme question de savoir est-ce que la Constitution a prévu le mécanisme de son changement? La révision est prévue. Oui. La révision ne poserait aucun problème. Oui. Mais il faut voir quelles sont les matières sur lesquelles cette révision devrait porter. Si c'est des matières qui sont jugées intangibles, alors on ne peut pas, n'est-ce pas, tolérer ça. Non, la Constitution a-t-elle prévu, n'est-ce pas, le mécanisme de son changement? La deuxième question qui est posée, c'est celle de savoir, mais vous êtes en train de parler du changement de la Constitution, mais est-ce que vous avez vous-même appliqué cette Constitution? Comment est-ce qu'on peut arriver à la nécessité du changement de la Constitution alors que celle qui est là n'a jamais été appliquée? Est-ce que le problème qui se pose dans le pays, c'est celui de la Constitution qu'on n'a jamais appliquée ou c'est le problème de l'inapplication de la Constitution? C'est la deuxième question. La troisième question, est-ce qu'il y a un rapport finalement entre le changement prôné de la Constitution et le développement du pays? Est-ce qu'il y a un rapport, puisque le changement de la Constitution est, n'est-ce pas, fondé sur le régime politique? Est-ce qu'il y a un rapport entre le régime politique et le développement du pays? Est-ce que c'est le régime actuel qui est à la base du fait que le gouvernement est incapable de donner du pain, de donner le bonheur, de procurer le bonheur au peuple congolais? Est-ce que c'est le régime politique? J'aimerais, n'est-ce pas, donner en quelques points des réponses à ces trois questions et peut-être que prochainement, je pourrai approfondir la question, n'est-ce pas, des raisons qui militent pour le changement de la Constitution. Est-ce que la Constitution prévoit le mécanisme de son changement? Au moins la révision est prévue. Mais comment est-ce que vous allez parler du changement de la Constitution alors que la Constitution n'a pas prévu celui-ci? En d'autres termes, si vous envisagez le changement de la Constitution, c'est que vous êtes en train de violer celle-ci. Parce que la Constitution n'a pas prévu qu'elle soit changée. Elle a tout simplement prévu sa révision. Donc, je crois que j'avais déjà dit, mais pour la meilleure audition, je veux dire que aucune constitution dans le monde ne prévoit, n'est-ce pas, son changement.
on ne peut pas concevoir que la Constitution, qui établit un ordre politique donné, dise que le peuple pourra la modifier, pourra plutôt la changer, la remplacer par une autre. Non, mais ce serait un mécanisme d'autodestruction de la Constitution. La Constitution ne prévoit pas cela. La modification ou le changement de la Constitution, c'est une question politique. C'est une question politique. C'est-à-dire que le peuple, le souverain primaire, constatant que la Constitution n'arrive plus, n'est-ce pas, à servir l'idéal pour lequel elle a été mise sur pied, décide tout simplement de la faire disparaître et de mettre sur pied une autre constitution. En d'autres termes, il y a rupture entre, n'est-ce pas, les objectifs déclarés de la Constitution et le texte ou la pratique de celle-ci. Lorsque la Constitution n'arrive plus à fonctionner normalement, lorsque nous n'arrivons plus à, n'est-ce pas, atteindre nos objectifs par la Constitution qui est sur place, qui est en place, eh bien, nous pouvons décider de pouvoir la changer. Et ici, il faut dire que celui qui change la Constitution, il s'appelle souverain. Il est souverain. C'est le pouvoir constituant originaire. Si c'est le pouvoir constituant originaire, celui-ci n'est pas limité. C'est pour cela que la Constitution a prévu que le mécanisme, n'est-ce pas, de sa révision, parce que la révision est de l'essor du pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant dérivé étant limité, les limites, n'est-ce pas, imposées à la révision de la Constitution, s'imposent à ces pouvoirs constituants dérivés. Mais le pouvoir constituant originaire, lui, n'a aucune limite. Voilà. Donc, il n'y a pas un mécanisme de changement de la Constitution dans la Constitution. La Constitution ne peut pas, n'est-ce pas, contenir un mécanisme, prévoir déjà un mécanisme d'autodestruction. Ça ne se fait pas, nulle part. Vous entendez qu'il y a modification de la Constitution, il y a changement de la Constitution. La France, aujourd'hui, en est à la 5e République. Mais lorsque vous lisez toutes les constitutions françaises passées, vous n'allez trouver nulle part où on a dit, où la Constitution dit que dans telles conditions, suivant telle procédure, on peut parler, n'est-ce pas, du changement de la Constitution. Donc ça ne se fait pas. La deuxième question rapidement qui a été posée, celle de savoir, mais comment changer une Constitution, comment trouver des raisons du changement de la Constitution, alors que vous-même, vous n'avez jamais appliqué celle-ci. Donc, en d'autres termes, c'est de l'expérience, n'est-ce pas, de la vie de cette Constitution que devrait découler la conclusion qu'il y a blocage dû au texte de la Constitution. Mais puisque vous n'avez jamais appliqué celle-ci, on ne peut pas dire, n'est-ce pas, que la Constitution est un problème. Le problème, c'est vous qui n'avez pas appliqué la Constitution. Mais on pourrait rétorquer la même question à ceux qui la posent. Parce que qui la posent, ce sont des gens qui étaient au pouvoir hier. Est-ce qu'eux-mêmes avaient appliqué la Constitution? Tenez, j'étais à Bunia en 1900.
non plutôt je vais dire en 2018, lors des élections, dans les élections de 2018, j'ai vu comment un candidat président de la République, qui n'avait aucune fonction officielle au sein de l'État, aucune fonction, pour une question de la gestion, n'est-ce pas, de la campagne électorale par le gouverneur, parce que le gouverneur était réquisitionné pour battre campagne pour un candidat président de la République. Mais lorsque celui-ci est arrivé, estimant que le gouverneur qui était en place n'avait pas fait son travail, eh bien, il a démis lui-même. Il a démis. Il lui a dit de retourner chez lui à Mombasa. Demandez à ceux qui étaient à Bunia, ils vous diront. Il lui a dit de retourner à Mombasa et ne jamais fouler son pied, ne jamais fouler le sol de Bunia. Ça, c'est un simple candidat président de la République, de la famille présidentielle d'alors. Il était en train d'appliquer quel régime politique? Est-ce qu'il appliquait la Constitution? Lorsque je suis arrivé à Kisangani, on m'a dit comment le gouverneur, c'est lui à qui avait succédé Lobata. Je crois que je n'ai plus son nom. On m'a dit qu'il avait été tabassé publiquement devant la population de Kisangani. Mais demandez-leur, c'était l'application de quel régime politique? On appliquait quelle constitution? Il n'y a pas très longtemps, le professeur Joly, je crois que c'est quand même une figure respectable, n'est-ce pas, du droit constitutionnel dans notre pays. Il a dit que durant tous les temps du pouvoir de Joseph Kabila, on n'avait pas appliqué le régime semi-présidentiel. C'était plutôt le présidentialisme. Mais autant dire que la Constitution n'était pas appliquée en ce temps-là. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui puiser l'exemple dans ce qui s'est passé, n'est-ce pas, lors de tous les mandats de Joseph Kabila pour dire que ce qui s'est dit aujourd'hui ne serait tout simplement qu'un prétexte. Ce n'est pas qu'un prétexte, c'est une réalité. Le régime semi-présidentiel n'a jamais été appliqué du temps de Joseph Kabila, du président Joseph Kabila. C'était le présidentialisme. Il avait trouvé effectivement que s'il appliquait le régime semi-présidentiel, il serait bloqué quelque part. C'est pour cela que ce régime a dégénéré en présidentialisme. C'est la première fois donc de notre histoire que le régime semi-présidentiel est appliqué. Et lorsque nous avons commencé à l'appliquer, mais tout de suite nous avons connu des difficultés dont nous avons parlé et dont je parlerai encore. Donc, ceci, je crois, constitue aussi une réponse à Monseigneur Donatien Chollet qui a dit que ça ne sert à rien de parler du temps mis pour la formation du gouvernement, alors que précédemment, on a mis 10 jours, on a mis 30 jours pour pouvoir mettre sur pied un gouvernement. On a mis 10 jours, on a mis 30 jours, tout simplement parce qu'on n'avait pas appliqué réellement le régime semi-présidentiel. Parce que si vous appliquez le régime semi-présidentiel, vous aurez un problème, le problème de la majorité parlementaire. Et pour dégager la majorité parlementaire dans un contexte comme celui-ci, ce n'est pas une question de 10 jours. Si vous arrivez à mettre sur pied un gouvernement dans 10 jours, n'est-ce pas, de l'élection du président de la République, eh bien, dites-vous que vous êtes
Vous êtes allé par un raccourci. Effectivement, c'était des raccourcis. Et même lorsque le président Félix Tshisekedi avait mis sur pied son premier gouvernement, mais c'était des raccourcis parce qu'il n'y avait aucun parti au pays qui avait la majorité parlementaire. Il n'y en avait pas. Normalement, il fallait désigner d'abord un informateur chargé d'identifier une coalition. Ensuite, consulter la coalition pour nommer le Premier ministre. Mais ça, ce n'est pas une question de 10 jours, s'il vous plaît. Il fallait, avant tout ça, qu'il y ait, n'est-ce pas, validation de mandat des députés, qu'il y ait que les contentieux électoraux. Vous vous rendez compte, il y en avait combien? Il fallait que les contentieux électoraux aient pris fin, qu'il y ait réellement un parlement ou une assemblée nationale mise sur pied réellement qui existe. Ensuite, voir quelle était la majorité qui s'en dégageait. Et ça, ce n'est pas une question de 10 jours. La dernière question que je voudrais aborder, c'est celle de savoir quel rapport finalement y a-t-il entre le régime, entre la constitution et le développement du pays. Est-ce qu'il y a un rapport? C'est parmi les questions qui sont posées. Est-ce qu'il y a un rapport, en d'autres termes, entre le régime politique et l'incapacité du gouvernement, n'est-ce pas, à procurer le développement au pays, à construire les routes, à faire ceci ou cela? Est-ce que le régime politique est responsable, n'est-ce pas, de ce que vous n'arrivez pas? Donc il y a des tournements au pays et tous ces maux qui sont en train de ronger le pays. Est-ce que c'est une question de régime politique? Mais cette question, si on y avait bien réfléchi, on comprendrait que c'est une question qui revient au fait qui revient à se demander en d'autres termes, est-ce qu'il y a un rapport entre la loi et le développement? Autrement, on voudrait nous faire croire que la loi n'a aucune importance dans le développement du pays. Vous comprenez combien est ridicule cette question? C'est une question vraiment terre à terre. Est-ce qu'il y a un rapport entre le développement et les questions de la Constitution? Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Tenez, je prends un exemple. La Constitution que nous avons connue en 1967, du 24 juin 1967. Voici ce que le mémoire explicatif du projet de cette Constitution l'a dit. Voici ce que les rédacteurs de cette Constitution, et ce n'est pas le pouvoir actuel qui l'a dit, les rédacteurs de cette Constitution, voici ce qu'ils disaient. Le présent projet de Constitution se différencie de la Constitution du 1er août 1964 par sa brièveté. On a visé spécialement à être concis et clair. Ce projet prévoit un régime politique dans l'ensemble très différent de celui établi en 1964 par la Constitution de Luluabu. Mais voici ce qui intéresse, ce qui est très intéressant ici. Préoccupés par les problèmes concrets que pose la structuration de l'État congolais, ces auteurs ont voulu éviter que le système politique puisse être paralysé par des luttes stériles de factions. Donc, préoccupés par des problèmes concrets que pose la structuration de l'État, ces auteurs ont voulu éviter que le système politique puisse être paralysé par des luttes stériles de factions. Voici ce qu'ils disent. Ils ont cherché à doter le Congo d'un régime politique. Retenez bien, régime politique.
d'un régime politique qui en favorise le développement et l'indépendance économique et qui en même temps aide les masses à prendre une conscience toujours plus grande des mécanismes d'une vraie démocratie adaptée aux réalités africaines. Je crois que vous comprenez, ils ont voulu doter le pays d'un régime politique qui favorise le développement. Allez leur poser la question. Comment est-ce que le régime politique peut favoriser le développement? Parce que eux, tenant compte, n'est-ce pas, de l'expérience du passé, ils se sont dit qu'ils vont doter le pays d'un régime politique qui favorise le développement ainsi que l'indépendance économique et qui en même temps aide les masses à prendre une conscience toujours plus grande des mécanismes d'une vraie démocratie adaptée aux réalités africaines. Ce régime devrait en outre préserver la population congolaise de l'emprise des politiciens contre-révolutionnaires qui se serviraient d'elle dans leurs intérêts personnels et entraveraient son progrès. Voilà un peu. Aujourd'hui, le peuple congolais est pris en otage. Pris en otage par des politiciens. Je l'avais dit la fois passée. C'est comme si pour vivre, il faut faire la politique. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors comment pouvez-vous dire que le régime politique ne peut pas influer sur le développement du pays intellectuel congolais? Comment on peut arriver à une telle conclusion? Poser même une telle question? Non, mais c'est très bas. C'est une question vraiment qui ne devrait pas être posée, et parfois par des spécialistes en la matière. Le régime politique a quelque chose. Parce que quand on parle du régime politique, c'est quoi? Mais le régime politique, c'est le mode de gestion des richesses de la nation. Comment on organise, comment, n'est-ce pas, la cité est gérée. Les pouvoirs politiques, quelle est leur utilité dans un pays? L'État aujourd'hui est responsable du bien-être. C'est la philosophie actuelle de l'État. Responsable du bien-être, du progrès, n'est-ce pas, de la nation. Alors, comment l'État s'organise? Vous dites, ça n'a aucun rapport avec le développement du pays. Mais nous sommes où finalement? Je ne comprends pas. Je crois que vous avez compris que ces trois questions sont posées tout simplement pour décourager, mais en réalité, c'est des questions qui ne méritent pas d'être posées. Déjà, lorsque nous parlons du régime politique lui-même, est-ce que vous savez que, et là j'ai entre mes mains, n'est-ce pas, une réflexion d'un auteur français, monsieur Jogel, François Jogel. Réflexion sur le régime présidentiel. Il dit ceci, que le général de Gaulle faisait allusion, n'est-ce pas, dans les années 60, à l'intérêt qu'il y aurait pour accroître l'autorité de celui qui serait appelé un jour à le succéder. Et c'est ainsi que, finalement, ils avaient trouvé qu'il fallait que le président soit élu au suffrage universel. Et déjà, cet auteur dit quelque chose. Et là, nous sommes en France. Il dit que, il cite deux auteurs ici. Georges Vedel. Je crois que ceux qui font le droit constitutionnel ne peuvent pas, n'est-ce pas, nier la pertinence des écrits de Vedel et Maurice Duverger. On dit que c'est le père même du droit constitutionnel, Maurice Duverger. Il dit qu'il croyait
Donc, voici ce qu'il dit. Le régime présidentiel me paraît avoir aujourd'hui en France deux catégories de partisans. Les uns y croient vraiment, selon des modalités d'ailleurs diverses, comme Georges Vedel et Maurice Duverger. Et il est de ceux qui soutiennent ou soutenaient en son temps le régime présidentiel. Donc ce ne serait pas un tabou aujourd'hui que nous puissions parler de la nécessité, n'est-ce pas, qu'il y a à changer de régime politique. Les réalités françaises ne sont pas nos réalités. Mais déjà en France, la France qui a une tradition démocratique de longue date, très ancrée, aujourd'hui, le problème se pose. Pourquoi le président Macron a-t-il refusé de nommer le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire? Il a nommé un Premier ministre qui est issu d'une minorité parlementaire. Comment est-ce qu'il a pu procéder pour pouvoir arriver? Il a appliqué quelle disposition de la Constitution? Vous comprenez qu'il s'est vu, il a trouvé qu'il ne pouvait pas être bloqué par la Constitution et c'est pour cela qu'il a contourné la Constitution. Et qu'est-ce qu'il a bloqué? Eh bien, c'est tout simplement le régime. Le régime. Parce que ce régime voudrait que lui, le président de la République, ayant perdu les élections législatives, puisse devenir alors un président minoritaire. Qu'il nomme le Premier ministre issu de la majorité et que celui-ci, le Premier ministre, puisse appliquer son propre programme. Mais il n'a pas voulu. Pourquoi? Pendant que nous y réfléchissons, je vous dis encore une fois au revoir et à la prochaine. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo au cas où vous trouverez quelque chose d'intéressant. Je crois que vous aurez à coup sûr trouvé quelque chose de très intéressant dans la vidéo et que vous puissiez aussi surtout aider à la partager et faire abonner aussi les autres. Merci et à très bientôt.